En France, une pétition a été lancée ce lundi pour réclamer un référendum sur le retrait de la réforme des retraites. 140 personnalités politiques, associatives ou du monde artistique souhaitent la mise en place d'une consultation populaire pour donner le dernier mot au peuple. C'est ce que l'on peut lire dans cet appel publié dans les colonnes du journal L'Humanité. Je vais vous poser une première question, la dernière minute, si on peut dire. Le Parti socialiste vient de demander une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact du gouvernement concernant la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Évidemment. Tous les leviers parlementaires utiles pour, en quelque part, éclairer l'intention du gouvernement méritent d'être utilisés, de la même manière que la motion de censure que nous avions proposée, nous l'avons reposée sur la table parce que les socialistes et les communistes disaient peut-être qu'il faut attendre qu'on entre dans le débat. Je pense que précisément le cas de l'étude d'impact est significatif. Vous voyez, je voulais rapporter quand même pour que les téléspectateurs se rendent compte de quoi on parle. On parle d'un document de 1000 pages qui a été remis aux parlementaires, qu'il a fallu étudier en 4 jours et qui est un document truqué. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir avec cette commission parlementaire? Vous dites c'est truqué, ça vous dit depuis le début, vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que d'après vous cette commission parlementaire apportera de plus? D'abord, nous avons une loi qui est une loi à trous. 29 ordonnances vont être programmées pour compléter ces trous, mais surtout, cette étude d'impact, qui est une obligation de la Constitution, de remettre une étude d'impact aux parlementaires, a en effet été truquée. Et d'ailleurs, à travers cette étude d'impact, je dois le dire, c'est l'ensemble des cas types qui ont été présentés aux Français, mais même aux journalistes, pour se repérer, qui ont été biaisés. Je m'explique en un instant parce que c'est trop technique sinon, mais juste un exemple. Dans la loi, dans le projet de loi qu'établit le gouvernement, il y a à l'article 10 une précision sur, vous savez, le fameux âge pivot ou âge d'équilibre. C'est la même chose en réalité, c'est l'âge qui va se décaler génération après génération qu'il faudra atteindre pour bénéficier d'une pension à taux plein. Et dans le projet de loi, on explique bien que cet âge, génération après génération, va se décaler. Et dans ce document qui est plus une publicité mensongère qu'une véritable étude d'impact, on a tous les cas types qui ont été gelés au niveau de l'âge d'équilibre à 65 ans. Résultat, ça favorise le système à points, alors que, et il faut saluer d'ailleurs le collectif Nos Retraites qui a redressé les chiffres. Si on applique véritablement à ces cas types le projet de loi lui-même, eh bien, on n'a pas le même nombre de gagnants et c'est tout l'inverse, on voit qu'il y a une majorité de perdants. Donc, si vous voulez, en plus, l'âge peut changer. Mais le pire dans l'affaire, c'est ça, c'est que le gouvernement Francis Letellier n'assume pas en réalité. Emmanuel Macron pourrait assumer ses choix, mais il ne les assume même pas. Et donc, il biaise, il truque. Sur la démarche d'une commission d'enquête parlementaire, vous pensez que ça va faire avancer le schmilblick, que ça va permettre d'en savoir plus? Mais enfin, c'est essentiel que nous puissions faire toute la lumière sur cette information. Nous avons quand même... C'est-à-dire que vous voulez savoir qui l'a faite et dans quelles conditions? Nous voulons savoir si oui ou non notre information selon laquelle cette étude d'impact est biaisée, truquée, qui nous paraît essentielle, puisque c'est sur la base de ce texte imbitable que nous avons à faire la discussion parlementaire. Nous voulons donc savoir si nous avions raison de soulever ce trucage, et c'est une occasion de le faire. Mais moi je le dis, la motion de censure est nécessaire, car après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec des éléments de langage à dormir debout, c'est maintenant le tour des parlementaires. Vous comprendrez donc que la motion de censure nous paraît tout à fait adaptée. Ce projet de loi est en contradiction avec le projet présidentiel. Je veux le dire parce que c'est l'argument qui revient. Quand on n'a plus d'arguments sur le fond, chez Emmanuel Macron, on dit « Oui, mais nous avons été élus sur un projet. » Très bien, ressortons-le, le projet d'Emmanuel Macron. Le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites était clair. Dans le programme présidentiel, c'est écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. » Au-delà du fait que ce projet soit en contradiction avec les engagements d'Emmanuel Macron, je viens d'en faire la démonstration, c'est un projet de loi qui est contesté par une majorité de Français. Je rappelle qu'après plus de 60 jours de grève, si on fait le mouvement historique le plus ample du point de vue de sa durée de toute l'histoire de la Ve République, vous avez une majorité de Français, si on en croit les enquêtes d'opinion, qui sont opposés à ce projet de réforme. Donc nous sommes dans notre bon droit en disant « Mais attendez, tout ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être une promenade de santé pour le gouvernement, alors qu'on a des parlementaires pris pour des idiots et des Français à qui on a raconté l'universalité et tout le reste, et le Conseil d'État, qui n'est pas composé, ça se sait quand même, que d'insoumis, il y en a même d'ailleurs à mon avis pas beaucoup, eh bien en réalité a validé l'ensemble des arguments de l'opposition. Vous réclamez un référendum sur les retraites. D'évidence, le président de la République ne va pas le faire par son initiative. Est-ce que vous demandez un référendum d'initiative partagée, comme pour ADP? Aéroport de Paris. J'en profite pour faire une page de pub pour le référendum pour Aéroport de Paris. Vous savez que cette procédure, c'est extrêmement compliqué, la collecte de signatures. On parle de seuil de plusieurs millions, 4,7 millions. Bon, si vous ne l'avez pas fait, ceux qui nous écoutent, faites-le, parce que derrière Aéroport de Paris, c'est un tas d'enjeux. L'enjeu chose pour les retraites. Écoutez, moi
Moi d'abord, je ne varie pas dans le mot d'ordre. Je crois qu'Emmanuel Macron a définitivement perdu sur les retraites la bataille de l'opinion. Elle est perdue, il est nu, tous les arguments sont tombés. Le Conseil d'État s'est chargé d'ailleurs de conforter l'opposition. Mais pour moi, le plus raisonnable, l'issue la plus raisonnable, et presque, j'ai envie de dire, une flèche qui manque à l'arc d'Emmanuel Macron, c'est l'humilité. Le président pourrait arriver devant les Français et dire « bon, ok, j'ai compris, et je retire ». Et je ne suis même pas sûr que ça lui soit défavorable. Mais là, il s'obstine, en quelque sorte. Et je crois que... Mais on pourrait tout à fait faire un référendum. D'ailleurs, moi, Non, mais comment? Est-ce qu'en faisant comme Aéroport de Paris, en essayant d'avoir 4,7 millions de signatures, ou c'est quoi? Ou vous demandez simplement au président de la République de... Mais le président de la République s'honorerait de le faire. Ça nous permettrait de créer une véritable campagne où les uns les autres, nous échangerions nos arguments. Mais les 4,7 millions que vous étament, vous n'y croyez pas? Écoutez, vous voyez bien, vous relancer dans la même chose voyez bien que c'est extrêmement compliqué. Moi, je veux bien, et on s'y donne beaucoup de mal. Mais et les militants, mais c'est extrêmement compliqué. Et tout le monde comprend pourquoi. Et moi, j'appelle, du coup, et je profite de l'occasion que vous me tendez ce soir pour relancer un appel. C'est une procédure inédite, mais aussi à tous les Français qu'ils aillent signer pour ADP, parce que derrière ça, il y a quelques précédents quand même. Et au président de la République, je lui dis, écoutez, l'issue raisonnable, c'est le retrait, qu'on puisse rediscuter véritablement. Parce que moi, l'autre matin, retrait au référendum. S'il fait un référendum, il peut d'abord, se faire retirer. moi, je souhaite. D'abord, le premier ordre, c'est le retrait. Et si Emmanuel Macron n'entend pas le retirer, effectivement, que l'on s'en remette à la sagesse du peuple français. Dans cet ordre-là. Exactement. La réforme des retraites, elle arrive en débat à l'Assemblée nationale demain. Elle est passée par la case commission spéciale. Ça ne lui a pas réussi, cette réforme, puisque vous avez obtenu ce que vous estimez être une victoire en empêchant la commission spéciale de pouvoir aller jusqu'au bout de ses travaux. Vous les avez noyés, en quelque sorte, sous les amendements. Mais vous dites, la bataille ne fait que commencer. Eux, à La République En Marche, ils disent que vous avez piétiné le travail parlementaire. Vous leur répondez quoi? Que cette noria, ce mot que vous avez utilisé et que beaucoup d'entre nous ont du coup redécouvert, les avoir noyés sous les amendements, c'était quand même une stratégie pour Non, c'est leur... oui, bien sûr, mais eux, de leur part, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'en réalité, je m'étais aperçu très tôt, je suis président du groupe, c'est mon travail de faire ça, qu'il était impossible de passer le texte de 65 articles dans les délais qu'ils avaient prévus, parce qu'ils n'auraient pas été submergés s'ils n'avaient pas eux-mêmes accéléré, enfin, c'est un temps qui est programmé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, nous avons intérêt à les obliger à discuter de tout le contenu de la loi dès le début du texte. Parce qu'en effet, au début du texte, on annonce les principes généraux de la loi et on envisage déjà les questions de financement. Bon, je ne vais pas saouler nos auditeurs avec la technique parlementaire, mais quand j'ai vu ça... c'était une stratégie, une vraie stratégie. Oui, je me suis dit, nous devons faire deux choses. Les obliger à discuter du fond dès le début, et pas nous renvoyer sans cesse ce qu'ils ont essayé de faire aux articles qui viendraient après et qui ne viendraient jamais. Et deuxièmement, être assez présent tout le temps pour pouvoir argumenter. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que maintenant que le texte arrive en débat à l'Assemblée nationale, en séance plénière, est-ce que là, vous allez continuer cette séance d'obstruction? Oui. Vous avez promis un feu d'artifice. Oui. Alors nous allons là aussi faire la technique de la Noria, c'est-à-dire, vous savez, c'est très dur pour moi d'organiser, et pour mes camarades, nous sommes 17 seulement. Les Républiques En Marche, ils sont 300. Donc le tour de rôle d'un République En Marche, c'est 1 mois et demi. Le tour de rôle d'un Insoumis, c'est 2 jours et demi. Bon, c'est très compliqué à organiser, mais on va le faire. On va tenir bon, on va utiliser tous les moyens de procédure à notre disposition. La censure, si les socialistes la signent, elle sera déposée dès le début. S'ils ne la signent pas, bon, on attendra qu'ils soient disposés à le faire. Nous allons présenter une motion référendaire, c'est-à-dire pour obtenir un référendum avec les communistes. Et ensuite, les motions, enfin bref, nous allons être présents avec beaucoup d'amendements. Jean-Luc Mélenchon, la question des retraites, la réforme des retraites, est-ce que ce que vous faites, ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pensez quand même qu'au final, cette réforme, elle va être améliorée grâce à vous? Est-ce que c'est uniquement un travail dans le rapport de force, dans la stratégie, ou est-ce que sur le fond, vous allez réussir à améliorer les choses? Je pense que... Ou est-ce que vous le souhaitez? Non, nous voulons qu'il retire le projet. Parce que tout le monde va y perdre. Le retire, point barre. Oui, ou qu'il fasse un référendum. S'il dit c'est absolument bon pour le pays, j'y crois. Il y a eu d'autres présidents qui croyaient absolument à quelque chose, ils demandent au pays. Bon, là, il voit bien que depuis des mois et des mois, une masse de gens n'en veut pas. Des gens font des grèves pendant 70 jours, 71 jours. Il faut vous rendre compte de ce que ça leur inflige. Pour qu'ils soient dans le courage de faire tout ça, c'est que leur indignation est absolue contre cette réforme. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais même ces régimes spéciaux dont ils ont exagéré l'importance
mais qui ne concernent que 3% de la population, mais qui sont le résultat de négociations sociales extrêmement fines au fil des années, qui tenaient compte de la pénibilité du travail des gens. Tout ça, tout est renvoyé. La comptabilité est faite n'importe comment au point que même les députés La République En Marche ont demandé des explications tellement ils ont l'impression qu'on leur fait faire des choses folles. Il y a plusieurs députés Tout le qui ont monde va dit y des perdre. explications, notamment sur le financement. Ce que les gens n'ont pas encore bien compris, et c'est pour ça que le débat est important. Vous savez que dans la commission, j'ai levé un gros lièvre, et mes amis en ont levé d'autres. On s'aperçoit qu'il y a des béances totales. On ne sait pas combien va valoir le point de retraite. On ne sait pas à combien on le récupérera au moment d'arriver à la retraite. On ne sait pas à quoi correspond l'indice qui va permettre de calculer combien on vous doit à la sortie. Enfin, c'est une équation à d'innombrables inconnus. Plus personne n'y comprend rien, et on a le sentiment que ça n'est fait que pour une raison, fabriquer un système à points qui permettrait ensuite de passer par la capitalisation. Mais si vous permettez... Ils ont toujours dit, et Emmanuel Macron a toujours dit, que ça n'était pas la capitalisation et qu'il allait préserver le système par répartition. Vous ne le croyez pas, c'est un mensonge. Non, il fait une étape. Mais si vous voulez, la capitalisation est déjà présente dans la loi Pacte. Elle est présente à la manière de pousser dans le dos les cadres, peut-être vous-même, à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Vous ne cotiserez plus au système de la retraite et vous serez obligé d'aller chercher votre assurance privée. Le retrait ou un référendum sur la réforme des retraites. Voilà ce que demande le Parti communiste qui a tenu tout à l'heure une conférence de presse. Lundi, à l'Assemblée nationale, le PC va déposer une motion référendaire. Elle nécessite 58 députés signataires. Elle permettra de demander au président de la République de soumettre la réforme des retraites au référendum. Écoutez. Les députés et sénateurs communistes ont pour stratégie d'abord d'expliquer, d'éclairer les Français sur le contenu de ce texte. Mais notre stratégie va être aussi de demander au gouvernement, au président de la République, d'organiser un référendum pour que le peuple français ait le dernier mot sur ce texte de loi. C'est un moment important de souveraineté nationale que de permettre à nos concitoyens de pouvoir exercer leur choix, la démocratie, de pouvoir voter sur ce texte de loi au final. C'est une journée capitale parce qu'il s'agit de concrétiser notre initiative de déposer une motion référendaire, c'est-à-dire d'avoir sur une feuille les 58 signatures à un moment donné qui nous permettront de déposer cette motion sur le bureau de l'Assemblée nationale. Tout ça, ça fera quoi qu'il en soit reculer le débat et puis on va se battre amendement par amendement pour décortiquer, pour détricoter ce projet de loi et montrer à quel point il est néfaste. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Démographe, historien, toujours engagé dans des débats très vifs, et c'est le cas encore avec ce nouveau livre que vous venez de publier, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, dans l'Humanité, Emmanuel Todd, vous signez une pétition avec d'autres personnalités de gauche, une pétition sur la réforme des retraites. Vous réclamez un référendum alors que le texte est débattu en ce moment, à l'heure où nous parlons à l'Assemblée nationale. Pourquoi avez-vous peur du Parlement, Emmanuel Todd ? Non, je n'ai pas peur du Parlement, j'ai peur d'une retraite qui n'a pas été étudiée et dont on peut assurer, ce dont on peut être sûr, c'est que le système des retraites anciens va être aboli par cette loi. Mais le travail préparatoire, travail démographique, travail économique, sur ce qui va venir et sur ce qui va le remplacer, n'a pas été fait. Donc on pourrait parler d'une sorte d'acte éventuel de nihilisme législatif. C'est pour ça que je trouve que l'avis du Conseil d'État, qui est mentionné dans la pétition, est très important. Moi, je pense qu'on est au bord de la sortie de constitutionnalité pour le gouvernement. Donc le discours, du régime actuel, qui consiste à dire
le président Macron a été élu, les parlementaires ont été élus, et donc tout ce qu'ils font est légal et légitime, risque, par le vote ou le passage en force de cette loi, qui est mal spécifiée, de nous mettre en fait hors légalité. Et donc ce qui me fait peur, car je suis un homme paisible et qui veut la paix sociale, c'est que ça nous fasse passer à un stade suivant d'instabilité sociale. Vous voulez dire après les gilets jaunes notamment dont vous parlez beaucoup dans le livre ? Il y a toutes sortes d'agressions qui viennent du haut du pouvoir, de la haute administration, mais la réforme des retraites, c'est encore un pas plus loin que les taxes sur les carburants. C'est quelque chose qui va mettre tous les Français en état d'insécurité sociale, qui brise le pacte social français et qui, d'une part, va mettre les Français en insécurité et, contrairement à ce qu'ils pensent, les retraités actuels, dont je suis aussi par la suite, mais qui va produire une délégitimation du pouvoir en place. C'est-à-dire que si cette loi n'est pas constitutionnelle, si elle passe en force, ça voudra dire que le mandat des députés est de fait invalidé et que le mandat présidentiel est invalidé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation, si la loi passe, où on ne sera plus sûr, on ne saura plus si le président est légal et légitime. Et c'est pour ça que l'idée d'un référendum, pour sortir de la crise, pour revenir dans les clous de la légalité constitutionnelle, me paraît une très bonne idée, et le contraire d'une idée révolutionnaire. Plutôt que de laisser tranquillement le Parlement travailler. Mais le Parlement... Avec des députés élus il y a moins de 3 ans, Emmanuel. Non, mais si vous voulez, la Constitution est au-dessus du Parlement. Au cas où vous l'auriez oublié, il y a des règles constitutionnelles, et en fait, un Parlement et un président n'ont pas le droit de faire voter des lois qui vont contre la Constitution. Et vous pensez donc que là, on est contre la Constitution ? Il n'est pas pensable qu'une loi sur les retraites qui décide de l'avenir de tous les Français, de ce qui va leur arriver après qu'ils aient cessé de travailler, s'ils arrêtent un jour de travailler, une loi qui n'a pas été préparée dans ses conséquences économiques et démographiques. J'ai quand même fait une carrière plutôt de démographe quand même, en interaction avec cette merveilleuse institution qui était l'INED et l'INSEE. Et là, c'est comme si on nous envoyait dans le brouillard. Et donc, un Parlement, même s'il est élu, selon les formes, n'a pas le droit d'envoyer sa société dans le brouillard. Vous citez l'INSEE, Emmanuel Todd, l'INSEE que vous attaquez vivement dans votre nouveau livre, avec un constat, selon vous, les Français s'appauvrissent, et l'INSEE dit le contraire. Oui, et ils ont répondu une fois, et je leur suis très reconnaissant d'avoir répondu. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, il faut bien voir ce qu'on dit quand on dit l'INSEE. Ce n'est pas l'INSEE, c'est la direction de l'INSEE. Et donc, ils ont produit une note qui, en gros, confirme les chiffres qu'avait donné Herlin dans son bouquin Le Grand Mensonge. Que vous citez. Les 6% seulement consacrés, je dirais, dans l'indice des prix aux questions de logement. Si je rentre, je pense que je serai amené à écrire une note complexe là-dessus, mais si on prend leur justification au sérieux, on doit arriver à la conclusion, ça ne pourrait avoir de sens que si la France était une société de caste, où personne ne change jamais de catégorie, locataire, propriétaire, nouvel accédant à la propriété, et surtout si la France ignorait l'économie de marché. Je veux dire, c'est tout à fait soviétique. Mais en fait, le plus important, et je voudrais répondre, c'est très important, ça a attiré mon attention sur ce que dit cette note, c'est que l'INSEE est indépendant. Et donc, j'ai regardé, en fait, qui étaient les gens à la tête de l'INSEE. Et donc, j'ai trouvé Jean-Luc Tavernier, qui avait fait le programme économique ou contribué au programme économique de Nicolas Sarkozy. Et puis, j'ai retrouvé une vieille connaissance, Karine Berger, co-auteur d'un livre inquiétant en 2011 qui s'appelle « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Je termine. Oui, mais l'heure tourne, et qui tourne, mais c'est très important. Oui, mais... Et qui a je parle dans mon livre, on revient au livre, je dis que 2007 est une année importante parce que les AGF ont été rachetés par le groupe Allianz. Vous faites un lien, et je dis que Karine Berger, qui est au secrétariat général de l'INSEE, a travaillé pour une filiale du groupe Allianz. C'est-à-dire que je remercie l'INSEE de m'avoir mis en situation de vérifier mes données, vérifier mes chiffres, mon analyse, et d'exposer ce que sa direction est vraiment. Qui parle là, Emmanuel Todd? Est-ce que c'est le démographe, l'historien ou l'opposant à Emmanuel Macron? Non,
opposant à Emmanuel Macron, c'est une... De toute façon, l'important, moi, je suis plutôt, je dirais, dans une éthique de vérité. C'est-à-dire, en fait, ce qui me choque, quand les gens parlent de moi, c'est qu'ils me traitent toujours de provocateur, d'iconoclaste. Vous qualifiez le président de la République de fascistoïde dans votre livre. Oui, très bien. Eh ben, de toute façon, écoutez, je vais vous dire, c'est un mot qu'on me renvoie tout le temps, mais je vais vous dire que si cette loi sur les retraites passe, eh ben, on devra, comme elle n'est pas légale au sens de la Constitution, on devra la mettre dans la catégorie des coups d'État. Et le concept de fascistoïde qui s'applique pour moi à Macron... Un coup d'État ? Mais je veux dire, si on fait passer une loi qui est contraire aux principes constitutionnels français, il s'agit d'un coup d'État et la notion de fascistoïde, je dirais, est probablement en deçà de la réalité. Alors, je n'ai jamais dit que l'Europe était responsable de tous les maux. Bien entendu, c'est comme si on disait que, si vous voulez, l'occupation allemande en 1940 n'était pas responsable de tous les maux qu'il y avait en France, bien entendu. Ou bien quand le tabac n'est pas responsable de tous les cancers. Bon, mais il n'en demeure pas moins que sur les grands sujets que vous évoquez, notamment la paupérisation générale des Français, le fait qu'il y a, selon l'INSEE, 400 000 personnes qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté en 2018. C'est les dernières statistiques disponibles. Ça veut dire que 1100 Français chaque jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. Les classes moyennes s'appauvrissent et les classes les plus populaires versent dans la misère. On n'a jamais vu autant de SDF. Le fait, la réforme des retraites, elle est imposée par les rapports des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Le démantèlement des services publics, la privatisation rampante de la SNCF, la privatisation des aéroports. Tout ça, d'ailleurs, la meilleure preuve que ce que je dis est vrai, c'est que ce sont des médecines qui ont été imposées à la Grèce. La privatisation des aéroports, la privatisation du loto. Nous, on a privatisé la Française des Jeux. C'est imposé à la Grèce, c'est imposé au Portugal, c'est imposé à l'Italie, c'est imposé à la France. Les réformes des retraites par points, tout ceci nous vient directement. Alors, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais il y a ce rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est imposé par la Commission européenne chaque année à chaque pays, en vertu de l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et en France qui est doublé de ce qu'on appelle le PNR, le Programme national de réforme du gouvernement, tout ça, ce sont des documents absolument publics et qui expliquent voilà comment on fait pour mettre en œuvre les GOPÉ. C'est-à-dire que si c'était un vrai démocrate, c'est quelqu'un. Je suis désolé, le peuple français n'est pas au service de Macron. C'est Macron qui est au service. Non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens ils votent. Moi, quand j'ai voté non à la Constitution européenne, j'ai voté non à la Constitution européenne. Parce que si vous dites, je connais le discours qui consiste à dire les référendums, mais on peut dire la même chose de tous les votes à ce moment-là. C'était quoi les gens qui ont voté Macron parce qu'il avait comme programme Penser printemps les amis et qu'il y avait VSD. La plupart des gens ont voté Macron contre Marine. Non, mais au premier tour, il a quand même eu 24%. Il a eu quand même eu 23% des ça reste quand même qu'il a été élu dans un vote de contre plutôt qu'un vote de pour. Au deuxième tour, avec d'ailleurs une très forte abstention. Donc ça veut dire, je suis désolé, si on fait le procès des référendums, il faut faire le procès de tout le suffrage universel. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit et ça nous encourage.